Vous êtes venu vous mettre dans la gueule du loup. Imaginons que vous soyez autour d'une table en train de jouer à un jeu de société. Ce jeu pourrait s'appeler par exemple Loup-garou. Il y a 6 personnes devant vous, l'un d'entre eux ment. Et vous êtes censé poser des questions pour découvrir qui est le loup-garou parmi ces 6 amis. Si vous voyez où je veux en venir avec cette métaphore, dans la vraie vie, vous allez rencontrer des gens. Vous allez être entouré d'amis, vous aurez des dates, des rendez-vous amoureux, vous allez devoir déterminer qui est pervers narcissique en face de vous. Alors juste un indice, si vous n'êtes pas formé, vous allez vous faire rétamer. C'est-à-dire que vous ne verrez pas cette personne perverse narcissique arriver parce qu'ils sont extrêmement agréables, joviales, super sympas. Je croyais pouvoir m'en sortir, je me cogne contre un mur. Je vais donc vous donner aujourd'hui des pistes, vous aurez 6 indices simples à observer pour déterminer si la personne en face de vous est perverse narcissique ou pas. Aujourd'hui, on va les démasquer. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» J'ai aussi mis ma formation best-seller qui vous explique comment sortir d'un traumatisme lié à une relation avec une personne qui est perverse narcissique. C'est le résumé des 20 dernières années d'études psychologiques sur le sujet pour aller mieux rapidement et retrouver le sourire. On va rester sur cette comparaison que j'aime bien. Vous êtes assis à cette table et il y a 6 amis en face de vous. Sauf que dans mon histoire, l'un d'entre eux est pervers narcissique. Tout d'abord, premier indice, cette personne va aller à la recherche de ta sympathie. Il va vouloir se montrer le plus cool possible. Alors, on a tout un tas d'images dans notre tête. Personne qui est perverse narcissique est super sympa. C'est peut-être même celui qui a le plus de charisme du groupe. Le plus beau, la plus belle, le plus sympa, la plus drôle. La personne chouette à qui on a envie d'aller parler. C'est une personne qui va briller par sa présence. On aime bien la voir autour de nous. Au passage, pour que son piège fonctionne, il faut être le plus charmant possible en société, avec les amis. Le plus drôle, le plus éloquent, le plus beau, c'est la personne qui fera attention à elle dans les moindres détails. Alors attention, je dis pas que tous les gens éloquents, beaux et qui font attention à leur physique sont forcément des pervers narcissiques. Je dis juste que c'est une personne qui mettra beaucoup d'efforts dessus. Il faut que l'image soit parfaite. Il faut que tout le monde l'aime à l'extérieur pour qu'il puisse te détruire lorsqu'il ferme la porte de la maison à l'intérieur. Même si tu sais que cette personne est perverse narcissique, même si on te l'a dit, rappelle-toi qu'il faudrait te forcer pour ne pas succomber à son côté sympathique, pour ne pas accepter d'être ami avec lui. Tu auras forcément le doute. Cet homme ou cette femme est juste génial. Tu es même fier d'être ami avec lui. Donc, dans les 6 personnes que tu as autour de toi, dans mon scénario, autour de cette table, c'est une personne qui est extrêmement sympathique. En recherchant ta complicité, il va aussi venir créer avec toi un lien qui est très particulier. Un lien qu'on pourrait appeler « tu es seul à me comprendre ». Tu es seul à comprendre ce que je vis aujourd'hui. Toi aussi, tu as vécu comme moi. Ça a été compliqué pour toi. On est pareils tous les deux. Non seulement il est chouette, mais en plus, il essaie de créer une connexion incroyable avec toi. En réalité, il est en train de tester ta capacité à accepter ces histoires inventées. Et tu arrives dans le piège complexe du sauveur. C'est vrai qu'il est chouette. C'est vrai qu'il est génial ou qu'elle est géniale. C'est vrai qu'on se ressemble. C'est vrai qu'on a vécu les mêmes choses. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir des problèmes et je suis là pour l'aider. Deuxième indice, face à ces 6 personnes, pour briller, il faut que ça tourne autour de lui. Bien évidemment. Ce ne sera pas ce petit homme renfermé, ce ne sera pas cette femme très timide. Il faut que les histoires tournent globalement autour de lui. Il faut qu'on le regarde. C'est le côté narcissique. Si on devait faire un pourcentage, on pourrait dire que globalement, il ne te pose pas beaucoup de questions. C'est majoritairement autour de lui et un tout petit peu autour de toi. Alors attention parce que si jamais tu as besoin qu'on parle de toi, il va t'écouter de manière superficielle. Ou alors il va t'écouter juste pour trouver les similarités avec son histoire et rebondir dessus et finir par parler de lui à la fin. Donc ça tourne autour de lui et attention parce que ça peut être fascinant. Ce sont des personnes qui sont des monstres sociaux qui ont cette capacité à générer des histoires dingues. Et attention, on n'est pas sur, un acteur d'Hollywood qui ferait un truc incroyable sur scène devant ses amis. Non, c'est juste qu'il est extrêmement pertinent dans ses blagues, dans ses histoires, dans sa façon de raconter la chose. Mais finalement, quand il parle, ça te met un peu de côté. C'est pas une relation d'égal à égal, c'est surtout pour qu'on parle de lui. L'instinct humain qu'il est en train d'utiliser, c'est « tu n'es pas suffisant », c'est son histoire qui est intéressante. Et si jamais
tu as une dynamique de dépendance affective ou de manque de confiance en toi, ça vient te replonger dedans et tu deviens une cible idéale pour lui. Tu n'as pas confiance en toi, tu parleras moins, il va briller et tu vas l'admirer. Je te recommande de faire un test qui est tout simple pour ce deuxième point, c'est le test d'élastique. Il tire fort sur l'élastique pour que ça parle de lui. Essaye de le tirer un peu vers toi aussi, juste pour voir sa réaction. Par exemple, dis-lui que c'est incroyable, tu as vécu la même chose que lui. Juste pour voir ce qu'il en pense. Est-ce qu'il va te répondre « oui, oui », génial, puis il reparle de lui, ou est-ce qu'il va s'intéresser aussi à ton histoire? Regarde s'il y a de l'empathie de son côté, ou est-ce que ton histoire n'est pas en train juste de servir son propre but, son propre intérêt? Peut-être aussi que ton histoire va l'ennuyer, et puis qu'il va revenir à lui juste après. Je ne veux pas forcer le trait sur ces points-là parce que c'est souvent fait de manière très subtile. C'est intelligent. Ce sont des gens qui sont capables de s'adapter à tout. C'est-à-dire que s'ils sentent qu'on les démasque un peu, ils vont réduire leur jeu, s'intéresser un peu plus à toi, puis revenir à eux par la suite. Sois toujours observateur. Pose-toi des questions sur tout le monde. Ils sont 6 en face de toi, ça peut être n'importe qui. Troisième point, c'est des monologues qui sont parfois difficiles à arrêter. Il a une espèce de manque de conscience de l'autre. L'autre est un objet pour lui. Et ton avis compte peu au final. Il peut par exemple t'interrompre souvent. Tu es en train de parler, il va dire « oh, stop ». Et là, il va continuer sur lui. Il n'a pas réellement la capacité à te laisser parler. Tu te sens un peu comme un meuble, comme une table, comme une paire de lunettes. Les 2 points suivants sont les composantes de ce qui crée de l'empathie chez l'être humain. Il va te raconter une histoire qui aura 2 aspects. Tout d'abord, il va te raconter une histoire triste. Il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive, pourquoi est-ce que son ex se comporte comme ça, pourquoi est-ce que c'est dur dans son travail, pourquoi est-ce qu'il a vécu ça dernièrement. C'est compliqué. Et ces histoires ont juste le but de générer cette fameuse empathie et l'intérêt des autres. Il a besoin de voir qui va venir le sauver dans cette histoire, qui va venir l'accompagner, le regarder, l'aider. Il va te dire qu'il a tout fait au mieux. Il a même des preuves pour ça. Il te montrera des SMS. Il va te raconter toutes les histoires dans le détail. Alors qu'on se mette d'accord, tout le monde peut passer une mauvaise journée. Ça arrive, même à moi. Tout le monde sur Terre peut avoir une mauvaise journée. Mais tu remarqueras que systématiquement, ces histoires incitent de la pitié et te réveillent quelque chose d'incontrôlable. Tu as envie d'aider cette personne. Il va te dire, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. J'ai même été jusqu'à faire ça pour me battre dans cette situation. Ou encore, j'ai été forcé de quitter mon emploi. C'est pas de ma faute. Méfie-toi toujours des gens qui se justifient beaucoup ou qui racontent beaucoup d'histoires autour de leurs problèmes. Dès que tu as un doute, plutôt que de résoudre son problème ou de le regarder avec trop de compassion, attention, la compassion c'est bien, ne mets pas trop de compassion dedans, dis juste « j'ai vécu la même chose » et regarde si le dialogue à double sens est possible. C'est le concept du dialogue, on est 2 à parler dedans. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça revient toujours à lui? La deuxième composante d'une bonne histoire, qui sera notre 5e point aujourd'hui, c'est qu'il a eu des problèmes, beaucoup de problèmes, mais il a aussi beaucoup de défis pour le futur. Comme dans chaque bon film à Hollywood, c'est le héros. Il va passer par des moments très difficiles, mais il veut gagner, réussir, obtenir quelque chose dans sa vie. Il va se battre et il peut remporter ce nouveau défi qui s'ouvre à lui. Tu es bien évidemment captivé par ces histoires, qui sont très subtiles, très fines, très bien racontées. Tu n'arrives même pas à comprendre comment est-ce qu'il arrive à générer autant de sympathie chez toi. Comment ça se fait que tu apprécies autant cette personne? Pourtant, peut-être que certains t'ont dit qu'il y avait un problème avec lui, mais tu n'arrives pas à t'empêcher d'apprécier être avec lui. Le 6e et dernier point, ce sont des remarques drôles mais un peu blessantes. On pourrait appeler ça de l'ironie. Tu sais, on dit qu'il y a toujours un fond de vérité derrière une blague. Je te fais une blague, oui, mais c'est un peu vrai quelque part. Et peut-être que certaines de ces blagues relèvent un peu d'autre chose, ce qu'on pourrait appeler un comportement passif-agressif. Alors, est-ce que c'est de l'humour sarcastique parce qu'il n'est pas à l'aise ? Ou est-ce qu'il en a rien à faire des autres? Ou est-ce que sous couvert de l'humour, il vient rabaisser les gens? Je te laisse décider. Mais si jamais tu as un doute, si jamais il y a des limites qui sont un peu dépassées, plutôt que d'en rire et de penser par défaut que c'est juste de l'humour, demande-lui qu'est-ce que tu voulais dire par là quand tu as dit ça? C'était quoi l'objectif? C'est bizarre que tu me dises ça. Et observe son comportement. De manière évidente, ça va jeter un froid et il va s'adapter. Rappelle-toi qu'il est intelligent. Il va s'adapter à toi en sachant une chose, si tu remets en question son humour sarcastique qui te rabaisse, tu n'es pas manipulable. Donc, ça vaut le coup parfois de créer un froid, d'envoyer une phrase un peu bizarre comme « Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu fais ce genre de blague ?»
Parce que derrière, la signification, elle est gigantesque. Il sait, par cette phrase précise, que tu ne pourras jamais être sa victime. Si c'est pas toi qui, face à ces 6 personnes, découvrira qu'il est le pervers narcissique, c'est lui qui ira te trouver. Il ira te trouver sur 3 critères. Tout d'abord, c'est ton empathie, qu'on pourrait résumer aujourd'hui, dans ces circonstances, par ta capacité à croire ces histoires. Il invente, il peut te dire n'importe quoi, est-ce que tu vas le croire? Le deuxième critère qui fait qu'il va te choisir en tant que victime, c'est est-ce que tu acceptes de te mettre en second? Est-ce que lorsqu'il te raconte sa vie, dans cette espèce de danse qui se passe entre un pervers narcissique et sa victime, est-ce que lorsqu'il te raconte sa vie et n'écoute pas la tienne, est-ce que tu acceptes d'être moins important que lui? Et le troisième point, qui est finalement une espèce de mix, c'est est-ce que tu vas accepter le rôle qu'il s'invente? Est-ce que lorsqu'il met sur ce piédestal, tu vas l'admirer ou pas? Ces tests seront faits de manière cyclique. Ils seront tout doux au début, à peine perceptibles. Face à ces 6 personnes qui pourraient être des loups-garous, tu pourrais à peine décerner. Mais si tu commences à y croire, si tu rentres dans sa danse, les tests vont recommencer. Ils seront de plus en plus durs, de plus en plus grands. Il va inventer de plus en plus, il va se plaindre de plus en plus, il va se vanter de plus en plus. Il va tester à chaque fois ta capacité à te rabaisser et à accepter ce qu'il dit. Est-ce que tu seras crédule face à ces incohérences? Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que lorsqu'il fera des crises, tu ne diras rien? Comment est-ce que tu vas te comporter face à lui? Quand on regarde une émission de télé, quand on regarde une série policière, la police vient faire ce qui s'appelle parfois des enquêtes de voisinage. Il y a un souci dans tel immeuble, à tel étage, on va toquer partout autour pour savoir ce qui s'est passé, pour mieux comprendre l'équation. On ne va pas juste se fier à la personne qu'on a arrêtée, ni à la victime, on va interroger tout le monde. Je ne te dis pas aujourd'hui qu'il faut faire une enquête de voisinage, ni qu'il faut poser trop de questions. Mais quand tu as un doute sur quelqu'un, renseigne-toi, d'où vient cette personne, qui peut m'en parler, quel est son historique. Et sache bien une chose, c'est qu'ils ont la capacité à créer un environnement qui ne mettra jamais en doute leur version. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu sois plus malin que ça et aller chercher un peu derrière le décor de cinéma qu'ils ont créé pour savoir à qui tu as affaire. Voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» testé sur 21 points, et aussi ma formation best-seller qui s'appelle « Se remettre rapidement d'un traumatisme lié à une relation narcissique ». Salut à tous, bye.